Jean-François Clairvoy, bonjour. Nous sommes à la Cité de l'Espace, ici dans une maquette du module Columbus, que vous n'avez pas connu, mais vous avez connu en quelque sorte une sorte d'ancêtre, c'était la station Mir. Alors j'ai connu Columbus au sol, puisque j'ai fait partie des astronautes qui ont testé le module avant qu'ils soient envoyés dans l'espace. Les astronautes sont toujours sollicités pour tester toutes les interfaces, le fonctionnement des systèmes avant qu'on l'envoie dans l'espace. Mais c'est vrai que dans l'espace, je n'ai pas connu Columbus, mais j'ai connu une station spatiale, la fameuse mythique station spatiale russe Mir, qui veut dire paix et monde en russe. En revanche, c'est encore un autre vol, votre mission vers Hubble, qui sert, on va dire, de fil conducteur à votre livre Histoire d'espace, qui raconte l'espace du côté humain. Comment est née l'idée de raconter l'espace, non pas sur le plan technique, ce que vous connaissez très bien de par votre formation, mais sur le côté du ressenti humain? C'est un ami qui travaille au Parlement, Philippe Gaillochet, qui me dit un jour, il y a 2 ans environ, écoute, à force de t'écouter, je pense que tu devrais écrire un livre. Pour t'aider, je vais venir te voir 2-3 fois par semaine, de 7h30 à 9h du matin, on se donne rendez-vous. Je vais ordonner des questions, je vais te les poser, et tu vas me parler pour me répondre aux questions, et je te donnerai sous document Word électronique le retranscrit exact de ton texte. Donc un langage très parlé, et après j'ai travaillé beaucoup de temps pour enlever les répétitions, etc. Donc j'avais des fichiers sous forme Word qui étaient mon vécu. Et je me rends compte que si je l'avais écrit moi-même spontanément seul, il y a plein de choses qui ne seraient pas sorties de mes tripes. Alors qu'en parlant à quelqu'un, j'ai beaucoup tutoyé en lui parlant, etc. Je me suis rendu compte que j'ai raconté une histoire à un ami qui était en face de moi, et c'est comme ça que le livre a démarré. Du coup, cet écrit a peut-être gagné en spontanéité. Ah oui, certainement, en spontanéité, et puis aussi, je me suis un peu livré plus intimement que je ne l'aurais fait en étant tout seul devant ma feuille blanche. En lisant ce livre, on remarque que les agences spatiales, que ce soit l'ESA ou la NASA, ont un peu un côté, on va dire, grosse machinerie, un petit peu impersonnel, mais qu'en même temps, l'humain est très présent. On le voit par exemple, le fait qu'un des membres de votre famille était malade, et ça s'est passé finalement de façon très simple. Oui, bien sûr, à l'Agence spatiale européenne, de même qu'à la NASA, surtout depuis l'accident de Challenger en 86, la famille est mise en avant et a la priorité. C'est-à-dire qu'on ne laissera jamais, on n'imposera jamais à un astronaute de faire son travail en priorité lorsqu'il a d'abord un problème familial très proche qui le touche intimement au fond de lui-même, qu'il doit gérer. Donc j'ai un collègue qui a perdu son frère d'un accident de moto, un collègue astronaute, alors qu'il était en quarantaine en Floride. À 3 jours du décollage, la NASA lui a dit « Tu prends un T-38, tu as un pilote à ta disposition, tu pars 48 heures et tu fais ce que tu as à faire. » Et dans mon cas, c'était surtout le commandant de bord qui m'a dit « Écoute, normalement, ça enfreint toutes les règles de base, mais ton fils, tu as besoin de le voir avant de partir. Écoute, tu prends la journée libre à 5 jours du décollage. » Et donc, effectivement, les astronautes sont avant tout des hommes, des femmes. Et ceux qui gèrent les programmes ont conscience que c'est important qu'ils se sentent bien dans leur peau et dans leur tête avant de partir dans l'espace. Alors pourquoi, à votre avis, faut-il par exemple attendre ce genre de livre que vous avez écrit pour découvrir ce côté très humain d'un programme spatial, alors que la communication est généralement plus technique, presque impersonnelle? Je crois que seuls peuvent bien communiquer sur le vécu humain ceux qui l'ont vécu eux-mêmes. Et la NASA, l'ESA, les autres agences spatiales aiment bien apparaître comme des organisations très performantes, très axées technologie. Et les responsables de communication ont facilement peur de faire un impair ou une faute en parlant trop d'aspects intimes et personnels. Parce que le côté humain est aussi un aspect personnel. Donc avant de parler du côté humain et personnel des gens, il faut avoir leur autorisation. Il y a l'histoire du droit à l'image, etc. C'est pas facile à gérer tout ça. Donc ce n'est pas volontairement que la NASA ou l'ESA ne parlent pas trop des aspects humains, c'est plus que c'est un sujet qui est difficile à appréhender, mais par contre, on nous laisse librement en parler si on en a envie. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans la façon d'appréhender ce paramètre émotionnel au sein des missions spatiales? Alors je crois qu'effectivement, au début de l'ère spatiale, les astronautes étaient des pilotes de chasse, pilotes d'essai, qui devaient donner l'image de l'étoffe des héros. Ils n'avaient pas le droit de montrer des émotions, de pleurer, etc. Mais quand je suis allé à la NASA, donc en 92, l'Agence spatiale européenne m'a détaché dans le 14e groupe d'astronautes NASA. Dès la première semaine, on a eu une journée de retraite dans les quartiers de quarantaine qui sont à Houston, où un ancien est venu nous parler. Il n'y avait que nous, les 24 nouveaux astronautes arrivant à la NASA, et un ancien, et il nous a dit qu'il fallait s'attendre à pleurer dans l'espace d'émotion en regardant la Terre. Donc j'ai trouvé ça très fort qu'un astronaute
dans l'intimité, se livre un peu et nous prépare à vivre des émotions très fortes. Et si on revient d'un vol spatial sans s'être laissé vivre ce genre d'émotions, je pense qu'on manque quelque chose de très fort. Alors, dans ce livre, on apprend beaucoup de choses. Il y a quand même quelque chose qui m'a étonné. Je l'aurais lu pas d'un astronaute, je ne l'aurais pas cru. C'est qu'apparemment, la plus grande émotion que vous ayez eue, c'était peut-être pas le décollage, c'est le jour où on vous a annoncé que vous étiez retenu pour votre première mission. Effectivement, c'est au moment du décollage, on le sait depuis 1 an que ce jour-là, à cette heure-là, on sera sur le siège à effectuer telle tâche. Donc on est programmé dans notre tête pour faire ça à ce moment-là. Et à la limite, c'est normal dans notre vie. Par contre, le moment où on va vous annoncer que vous êtes affecté à une mission spatiale, il est inattendu. Il n'y a rien qui nous prépare. C'est du jour au lendemain, même d'une minute à l'autre, un coup de fil du chef du bureau des astronautes. Jean-François, est-ce que tu peux venir dans mon bureau? J'ai quelque chose à te dire. Et on se demande qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. On arrive dans le bureau et là, il nous annonce, ben voilà, je vais demain annoncer que tu es dans tel équipage pour telle mission. Et là, on sent qu'on a déjà le pied dans le vol et on sent que c'est réel, que c'est concret et qu'on va le faire. Donc, effectivement, j'ai eu des émotions plus fortes le jour où on m'a annoncé mon premier vol que le jour où j'ai décollé la première fois vers l'espace. Alors pour conclure, une impression en revanche qui est évidente à chaque page, c'est que vous avez fait 3 vols spatiaux, vous êtes très fier de ces vols, mais vous avez encore envie de repartir. Ah oui, bien sûr. Demain, on me donne un ticket de vol, je décolle. Et pourtant, il faut pouvoir se dire à chaque fois que ce sera peut-être le dernier, parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer pour ne plus voler après. Mais effectivement, j'ai encore 10 ans devant moi. Et revoir la Terre de haut, c'est vraiment un rêve. Bon, bien sûr, aller sur la Lune ou Mars, demain, on me donne une occasion de partir vers Mars. Bien sûr, il faut que j'en parle avec ma famille, mais c'est tellement immense dans l'histoire de l'humanité que j'aimerais bien en faire partie.